la binocularité, de la protéger. Et je vais commencer avec un petit récit sur Anna. Donc Anna, je l'ai vue pour la première fois quand elle avait presque 6 ans d'âge. C'était le seul enfant des parents très soucieux, très très gentils. Ils cherchaient quelqu'un pour l'aider avec et un problème de strabisme. Elle utilisait l'occlusion entière avec des lunettes de prescription très très fortes depuis l'âge de 3 ans, alors que là, elle avait 6 ans. Cette occlusion large était faite par un ophtalmologue. Il fallait le porter pendant 3 heures par jour, donc il n'y avait pas de lumière qui rentrait dans l'œil droit et l'œil gauche était l'amblyopica. Donc à chaque fois qu'elle enlevait les lunettes, elle avait un problème à l'œil gauche. Le problème à ce moment-là, elle avait un œil tourné, ça s'empirait, et le médecin, plutôt que de trouver une autre solution, il voulait augmenter l'occlusion jusqu'à 6 heures par jour, ce qui veut dire qu'elle devait aller à l'école avec cette occlusion sur l'œil. Il fallait apprendre à lire et à écrire. Et il faudrait faire tout ça avec cette occlusion, avec ces patchs. Il y a quelque temps avant cette expérience, elle avait pris quelques séances de thérapie de vision, mais pour des raisons pratiques, ça n'a pas fonctionné. Mais il y avait une certaine amélioration. Et les parents donc ont cherché un autre expert. Ils sont venus vers moi. Et donc ma première réaction, et ce que j'ai partagé avec les parents, c'était que pour moi, c'est de faire une occlusion serait complètement à l'encontre de l'idée de l'aider. C'était pas du tout de l'aide, c'était tout à fait le contraire parce que l'amblyopia et le strabisme sont des problèmes de binocularité. Donc il fallait trouver dans le cerveau la possibilité de faire marcher les deux yeux ensemble. Quand on met une occlusion sur un œil, on dit au cerveau c'est l'un ou l'autre œil plutôt que les deux à la fois. C'était un problème parce que les parents voulaient la thérapie, mais en même temps, ils voulaient obéir ce qu'a dit l'ophtalmologue. On a fait une petite négociation et à la fin, on a décidé de prendre une patch translucide sur le cristallin de l'œil droit. J'ai mis une bande translusive qui laissait néanmoins un peu de lumière rentrer et dans la périphérie, il y avait un petit peu d'informations qui pourraient rentrer de la part de l'œil dominant. Donc, les deux yeux seraient obligés de s'interconnecter pendant ces 3 heures. Et le reste du temps, elle serait sans le patch. Elle pourrait travailler comme ça avec des procédures à la maison ainsi que dans mon cabinet. Donc, on a commencé, on a fait des jeux sympas pour la vision et pour son corps. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à dire. Le strabisme affecte tout le corps. C'est pas uniquement un problème de l'œil. Le mouvement corporel sont complètement liés à ce problème. Ils sont censés connecter, se nourrir l'œil et le corps. Donc avec le strabisme, vous avez une certaine désorganisation au niveau de la latéralité, du mouvement corporel, de l'équilibre, etc. Donc on a travaillé là-dessus, on a joué autour de ça avec les trampolines, avec beaucoup de jeux
douteux par rapport à la latéralité. Et donc, on avançait et j'avais le sentiment qu'on allait dans la bonne direction. Je pouvais mesurer un certain degré de binocularité quelques mois plus tard, alors que les parents sont retournés voir l'ophtalmologue. On a ramené le voir et vous devinez ce qu'il a dit? Le médecin était très dérangé, qu'il n'ait pas suivi son conseil et il voulait absolument qu'elle fasse une ocularité, une occlusion totale. Il a réussi à les convaincre parce qu'il a montré aux parents que la vision, l'acuité de sa vision était un peu pire. Donc, écoutez bien, il a mesuré le gamma derrière cette machine, cette grosse machine phéroptère. Et quand on le fait, on enlève toute la périphérie. On traite uniquement la partie centrale. Il a mesuré un œil et puis l'autre œil d'une manière monoculaire. Chez moi, dans le cabinet, j'ai montré aux parents que tout d'abord, ce n'était pas un problème parce que nous, on s'inquiétait pas, on s'intéressait à cet aspect-là. Moi, je cherchais plutôt le fait de la binocularité. C'est normal que le système, sur une période de transition, c'est normal d'une petite difficulté d'adaptation. Ce n'était pas quelque chose de grave. Mais deuxièmement, quand on mesure un enfant dans l'espace libre avec les deux yeux en même temps, vous aurez une autre mesure d'acuité visuelle. Et moi, je voudrais citer ici Pilar Vergara. Je pense que certains d'entre vous la connaissez, surtout les Espagnols dans le public. C'était mon professeur et elle a écrit un très beau livre sur le strabisme et xanoblyukia, c'est-à-dire les yeux paresseux et les mésentendus ainsi que les vérités. Elle a fait ça pour les parents tout à fait comme les parents d'Anna qui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Ils mettent leur confiance dans la science. Et dans ce livre, elle a collecté beaucoup de références scientifiques qui montrent que ce type de problèmes binoculaires ont besoin d'être résolus sur le plan binoculaire. Et la thérapie par occlusion, ça peut fonctionner au début, mais si ça ne marche pas, il ne faut pas continuer. Et il faut trouver une autre piste pour trouver une solution. Donc, je veux citer quelque chose dans son livre où elle dit la vision binoculaire est quelque chose de beaucoup plus important que la somme de ces différentes parties. Les examinations de potentiel qui mesurent les réponses corticovisuelles, c'est-à-dire que c'est les électrodes qui mesurent le passage à travers le cortex, ont montré que l'amplitude de réponse des deux yeux est entre 20 et 40% de plus élevée que la somme de chaque œil pris séparément. Donc, c'est ce qui se passait. Elle répondait déjà avec 20% d'augmentation avec les deux yeux ensemble. Et d'après moi, c'était une thérapie réussie. Mais pour les parents, ils voulaient obéir au conseil d'ophtalmologiste. Et donc, ils voulaient l'occlusion totale. Et à ce moment-là, ma première réaction, c'était bon, ok, il faut que je désiste, je ne suis pas la bonne thérapeute dans cette situation. Mais de l'autre côté, je pouvais me mettre à leur place. C'était des gens qui n'avaient pas de connaissances sur la science. Il y avait un problème d'autorité ici. Le médecin a plus d'autorité d'après eux que moi. C'est pas forcément mon opinion. Je pense que l'ophtalmologue n'a pas beaucoup d'autorité d'après moi. Mais bon, pour moi, j'ai décidé de continuer. Et la seule chose que j'ai négociée, ce n'était pas 6 heures et pas à l'école.
OK pour 3 heures à la maison. Ce qui s'est passé, c'est pendant cette période, elle a perdu, même si on continue à travailler, elle n'a pas perdu ce qu'elle avait déjà acquis, mais ça n'a pas avancé. C'était quelque chose qui n'avançait pas. Et au bout de 6 mois, on voyait qu'elle avait perdu un petit peu de quelque chose qu'elle était en train d'acquérir par rapport à la vision en 3D, stéréo. Et puis, son comportement moteur a repris l'ancien style, c'est-à-dire avec plus de désorganisation. Donc, les parents sont revenus me voir, ils ont dit, bon, on va rester avec vous, on va faire ce que vous voulez, mais faites votre thérapie, on va vous faire confiance. Et puis on l'a fait, j'ai enlevé le patch, pour toujours on n'a même pas appliqué un patch translucide. Ça, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de succès. On travaille essentiellement avec le binocularité et on a réussi à faire une thérapie qui a bien marché, a beaucoup travaillé sur la stéréo, sur les vectogrammes, c'est-à-dire c'est un peu comme les énéglyphes avec les lunettes, mais on utilise les lunettes polarisées qui sont plus faciles par rapport au cerveau. Nous avons des feuilles en fait qu'on glisse, qu'on chevauche, et c'est super parce que les personnes, les patients voient des choses qui arrivent tout d'un coup. Donc la thérapie s'agissait de transférer cette connaissance vers l'espace libre. Je me souviens la première fois qu'elle a vu quelque chose qui apparaissait naturellement dans l'espace. C'était tellement un moment tellement émotionnel parce que les enfants s'émerveillent quand ils ont cette sorte d'expérience. Donc c'était plus ou moins la fin de notre thérapie. C'était pas facile parce qu'en dehors des vectogrammes, elle en avait marre de continuer avec la thérapie. Il fallait que je sois super créative pour s'impliquer au bout de autant de temps. Et donc, on a réussi. Mais moi, j'ai le sentiment que ce processus était très douloureux, très difficile. Et ça a mis trop de temps. De toute façon, il y a un an, un petit peu avant le confinement, sa maman m'a appelé pour me dire elle était la championne des gymnastiques olympiques dans son club. Et pour moi, c'était vraiment très sympathique parce que j'ai compris qu'elle utilise vraiment sa vision stéréoscopique. On ne peut pas être aussi doué si on est monoculaire. C'est beaucoup plus difficile en tout cas. Donc voilà son histoire. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce type de conditions. Même s'il y a beaucoup de causes différentes pour l'amblyopie, pour le strabisme, l'hyperopie, amblyopie et strabisme, c'est très courant de les avoir ensemble et en conséquence l'un des autres. Sur le plan technique, chaque bébé est né hyperope. Et c'est OK d'avoir de l'hyperopia. Les premiers mois de la vie, le bébé a besoin uniquement de voir ce qui est tout près de ses yeux. Il voit une image un peu floue pendant les premiers mois et petit à petit, il acquit un petit peu plus de définition parce qu'il pratique cette accommodation, l'accommodation du cristallin afin de pouvoir focaliser dans l'espace. Mais il faut que ça soit accompagné par une pratique. C'est une opportunité pour le bébé de commencer à pratiquer à partir du flou et avec la qualité de l'image et pas en même temps avec la convergence, mettre les deux yeux au même endroit dans l'espace.
La périphérie commence petit à petit et les mouvements corporels commencent à se définir. Le bébé commence à rouler, à marcher à quatre pattes, à marcher, faire entrer, de faire fonctionner ses yeux en même temps. Hyperope. Au fur et à mesure que l'œil croît, mais ce n'est pas simplement en raison de la croissance, mais aussi parce qu'il y a une accommodation qui a lieu, qui se fait. Et en ce temps, à l'âge de 5-6 ans, cet enfant aurait des conditions de vie normales. Un peu moins que les yeux d'adultes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois des gens qui ne surmontent pas cette hyperopie. Et lorsque vous avez une hyperopie, il faut l'accommoder, il faut s'adapter. Et lorsque vous êtes enfant, il faut vraiment se focaliser sur des choses, se concentrer. Donc il y a une nécessité. Donc les yeux s'efforcent d'accommoder, de s'accommoder très fortement pour ramener une convergence. Et on commence à lutter avec l'espace. Et ensuite, le cerveau décide soit de fermer les informations provenant d'un œil ou de fermer les deux ou d'en fermer un seul pour ne pas avoir à traiter la coordination entre la convergence et l'accommodation. Et donc, vous mettez les lunettes, vous cherchez à compenser c'est pour ça qu'on a un strabisme. Donc, c'était son cas à elle. Et la suppression est toujours là pour aider les yeux à fonctionner de façon optimale. Et donc, c'est comme un disjoncteur qui s'active et qui peut agir ou non selon les circonstances. Et c'est pour cela que l'idée des ophtalmologues est de couvrir un œil parce que l'autre œil va fonctionner. Mais on enseignera, on n'apprendra jamais aux deux yeux de travailler ensemble pour surmonter ce problème. Mais vous voyez, ça c'est la partie technique. Mais pourquoi les choses se passent ainsi? Pourquoi ce système ne pourrait pas se débarrasser de cette approche erronée? Là, j'ai expliqué la mécanique de la chose. Pourquoi certains enfants n'arrivent pas à atteindre une performance visuelle optimale? Il y a toujours une explication génétique pour cela. Mais je pense et je crois fermement qu'il y a beaucoup d'événements dans la vie d'un enfant qui peuvent avoir une influence sur ce problème, surtout les émotions négatives. Et ça, c'est le cœur de mon message aujourd'hui. C'est l'essentiel. Lorsque l'enfant n'est pas bien sur le plan émotif, il y a tant de stress au sein du système que l'enfant ne peut pas se développer positivement. Donc, l'hypermétropie, pour moi, constitue peut-être une forme de réponse pour s'échapper à des situations difficiles. Si vous considérez qu'un enfant, un bébé se développe du proche vers le lointain, de l'espace très proche, en commençant dans le ventre de la mère, et ensuite, tout ce dont il a besoin, c'est le visage de sa mère, son sein, pour le nourrir. Et cet espace proche peut être très sécurisant, doit être sûr. Doit être sûr. Donc, cet espace sûr n'est pas ressenti comme un espace sûr. Il y a une lutte
une nécessité de s'y échapper, de s'en échapper. C'est lu par le système de l'enfant. Il est assez fréquent de rencontrer des enfants qui développent un strabisme à 2 ans, après la séparation de ses parents, ou après la naissance d'un frère à la maison. Et je ne vous l'ai pas dit, mais j'attendais ce moment pour vous le raconter, mais Anna a subi 2 interventions chirurgicales coronaires, et son père a remarqué son strabisme lorsqu'elle avait 2 ans. Donc, réfléchissez-y, pensez à tout ce sur tout ce qu'elle a traversé, peut-être une séparation parentale pendant la période d'hospitalisation, l'interruption de la mère qui ne voulait plus lui donner le sein, le sevrage. Et donc, il peut y avoir une prédisposition génétique pour tous ces dysfonctionnements. Mais il y a quelque chose qui peut déclencher cela. Et là, la condition va se produire. Pour avoir une bonne vue, une bonne vision, il faut 2 choses principales. D'abord, une bonne communication. Je parle d'un réseautage efficace, de bonnes connexions électriques dans le cerveau pour instaurer un équilibre entre la périphérie et le proche, une bonne motricité, une bonne organisation. Et tout cela rassemblé et transféré en forme d'action corporelle. Donc ça, c'est la communication. Et nous avons l'impression que la vision doit être quelque chose de silencieux, mais un silence pur qu'on peut aborder sans réfléchir. Et quand il y a des ennuis, quand il y a du bruit, c'est à ce moment-là que les gens nous cherchent, nous demandent de l'aide. Sinon, la vie continue. La deuxième chose, c'est la vitesse. La vision doit être rapide. Notre cerveau n'a pas été programmé pour nous donner la meilleure qualité d'abord, mais surtout d'être rapide parce que c'était conçu pour notre survie. C'est la survie de l'espèce humaine. Donc s'il faut s'adapter pour devenir plus rapide, ça va se faire dans toutes ces suppressions. Lorsque vous avez un strabisme comme Anna, vous avez double vision. Vous avez un œil qui regarde une image et l'autre œil qui regarde une autre image. Et quelle est la vraie image? Comment survivre dans cette situation? Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Pour trouver ce qui est de plus sûr, de plus rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit lors de cette destruction. Donc, la nature a créé une manière de traiter ces 2 choses. La manière de le traiter, c'est qu'on a des habitudes visuelles. Donc c'est une façon de résoudre ce problème de communication et de rapidité. Les habitudes, ce sont des actions automatisées. Donc cette automaticité nous laisse libres avec notre vision silencieuse, nous laisse libres pour la reconnaissance, pour l'attention, pour regarder autre chose. Mais lorsque il y a quelque chose qui interfère, qui s'interpose dans cette relation entre mon monde intérieur et le monde extérieur, ou la modulation entre ce que je dois faire, comment je dois me comporter, et ce que demande l'environnement, cette modulation ne fonctionne pas
bien. Et là, je vais développer un symptôme, ce qui veut dire que ma communication interne et mon cerveau et ce que l'environnement exige de moi, et s'il n'y a pas de confiance, pardon, s'il y a toujours du stress, ou s'il y a une disruption, une intervention chirurgicale, une chute, par exemple. Mais si je subis ce stress, ces habitudes ne fonctionnent plus, ne peuvent pas résoudre le problème. Et ça se casse, et ça laisse une porte ouverte pour le développement de symptômes et d'adaptation. Donc pour moi, les émotions sont au cœur de toutes nos déficiences visuelles non pathologiques. Bien sûr, on trouve ça là aussi, mais les choix que fait notre système lorsque nous nous développons en tant qu'enfants amène le cerveau à s'adapter. Donc, pensez à l'hypermétropie, et il faut surmonter cette ambiance menaçante. C'est comme ça que cet enfant lit, s'explique ses relations. Pour la myopie, c'est pas la même chose. La myopie est aussi... Et je suis myope moi-même, donc j'ai développé ma myopie lorsque j'avais 8 ans. Donc je m'y connais. Donc c'est le contraire. J'ai essayé d'apporter mon monde, dans un monde contrôlé, plus près de moi. Et tout en repoussant le lointain qui me menaçait trop. Donc le comportement que j'ai choisi, que j'ai adopté, mes choix en termes de ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, c'était lié très étroitement à ma façon de me protéger de mes peurs, de mes angoisses. Donc si j'ai peur, je ramène mes peurs près de moi. Non, pardon. Je ne souhaite pas amener mes peurs vers moi, il faut les repousser. Et à l'inverse, si le monde me menace de loin, je peux me protéger en me ramassant vers une vision de quelques centimètres seulement. Et ça, mon monde sera sécurisé comme cela. Et lorsque vous regardez les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage pour lire et écrire à l'école, les enfants qui sont hyperactifs, vous allez voir que la plupart de ces enfants ont de l'hypermétropie. Donc, c'est une façon de s'échapper de cet environnement. Donc, selon ma compréhension des problèmes fonctionnels en général, on doit donner à ces personnes la sensation qu'ils vont être en sécurité dans n'importe quel endroit. Leur inculquer l'idée qu'ils soient loin ou vers l'intérieur d'eux-mêmes, il faut qu'ils acquièrent cette souplesse. Et je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de connaissances particulières pour traiter des émotions, mais apprendre visuellement qu'ils peuvent être en sécurité à n'importe quel endroit, ça c'est quelque chose qui peut amuser aussi, qui est amusant, et c'est bien d'être souple. Donc ça c'est ma façon de mener mes thérapies. Je vais vers ce lieu, et pour moi, travailler sur la vision stéréo est le but, parce que les enfants aiment cela. Il est très agréable de traiter des volumes, des choses qui volent en l'air, qui nous entourent en l'air. Donc il y a une réponse très positive. Et par l'amusement, par la motivation, par la compensation, vous la reprenez, qu'il est acceptable d'être
à tout endroit où ils souhaitent être. Il y a aussi une chose qui est plus technique. Lorsque vous travaillez sur la vision stéréo, vous travaillez sur nos capacités visuelles aussi. Pour voir en 3 dimensions dans le monde, il faut un bon équilibre entre le centre et la périphérie. Il faut avoir une bonne souplesse de concentration du foyer, de bons mouvements des yeux. Donc c'est comme un raccourci que nous faisons pour permettre à ces gens d'expérimenter différentes choses. Et lorsque nous parlions de l'hypermétropie et du strabisme, il y a toujours des manières techniques pour aider ces personnes à comprendre, à faire travailler les yeux ensemble par le biais de ce procédé. Donc ils apprennent à comprendre lorsqu'ils suppriment et lorsqu'ils ne le font pas. Je veux partager avec vous maintenant un PowerPoint juste pour vous montrer quelques images de quelques procédures. Je pense que la plupart d'entre vous savez que cela montre un peu ma manière de traiter ces problèmes. Donc j'aimerais qu'on mette mon PowerPoint à l'écran, s'il vous plaît. C'est une image de ma fille, les yeux de ma fille. Donc je vais m'arrêter sur cette première diapo. J'ai oublié de vous dire que lorsque je travaille avec Anna, la première chose que j'ai faite avec elle était la syntonique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la syntonique, mais c'est une thérapie par la lumière très efficace. Et c'est la première chose que j'ai faite avec elle, parce que c'est très efficace en termes d'hypermétropie et du strabisme. Donc ça, c'est une image de sa façon d'utiliser son œil. Les dessins, les images en haut qui montrent son œil gauche et son œil droit, vous voyez qu'ils sont assez comprimés, pas très uniformes. Donc c'est comme ça qu'elle est arrivée pour moi. Et après un mois, après une séance de syntonique, on fait une vingtaine de séances, ça dure à peu près un mois, parce qu'il y a des intervalles. Et à la fin d'un mois, il y a eu une modification. Les images que vous voyez en bas montrent l'œil droit et l'œil gauche. Et vous voyez la modification, l'évolution. Donc ce sont les yeux sur lesquels on a commencé à travailler. Et il y a eu une réponse beaucoup plus forte qu'avec les autres. On va avancer à la diapo suivante. J'espère que certains d'entre vous reconnaissez cette image. Et je voulais aussi vous montrer des feuilles. J'ai choisi cette image spécifique car elle a été prise dans un atelier que j'ai organisé à Buenos Aires lors de la conférence de vision holistique, la première conférence en Amérique latine. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'était le dernier moment où on pouvait se retrouver avant la pandémie. Donc c'était au mois de février en 2020. Mais en parlant de la procédure, ces 2 filtres, j'adore les utiliser en tant que procédure et pour tester la suppression. Donc la personne met les lunettes rouges et vertes et se met devant ces arbres en regardant à travers ces panneaux en vert. Et il voit de cette manière, comme on voit dans l'image. Et elle est très commune lorsqu'il y a une suppression avec
en myopie, par exemple, on voit quelque chose comme ceci. Si vous avez l'œil droit qui est supprimé, vous allez voir cette image, ou encore, ou cela, si c'est l'œil gauche qui est supprimé. Ok, vous avez cela, mais la personne voit, la personne peut. Donc on fait des choses, on travaille sur cela. Par exemple, si je commence à bouger ma main, et je veux vous dire ici que la vision périphérique est là, et vous avez cette sensation. La seule région qui n'est pas périphérique est le macula. Tout le reste l'est. Et il est beaucoup plus facile pour le cerveau d'accepter de travailler avec une vision périphérique qu'une vision centrale. La vision centrale est beaucoup plus problématique lorsqu'il s'agit de briser la suppression, parce que tout doit être au bon endroit, il faut une bonne définition. Mais la vision périphérique a cette qualité de vous donner l'image élargie, l'image globale, plutôt que le détail. Donc le cerveau est plus généreux avec vous. Donc vous commencez à faire cela devant ces panneaux, et la personne dit, vous faites quelque chose de magique, ça s'ouvre. Sinon, il y a d'autres formes de suppression. L'image suivante, s'il vous plaît. Ici, je donne un exemple. Il y a juste une partie du champ qui est supprimée, et vous pouvez avoir des suppressions intermittentes, des allées et venir, en utilisant toutes sortes d'objets. Et vous pouvez travailler sur cela, vous pouvez vous éloigner, vous rapprocher et regarder ce qui se passe. Image suivante. Sinon, désolé pour cette image, je pensais que ça allait être beaucoup plus clair. Donc, ici on voit des chiffres plutôt que des lettres. Donc la personne doit lire. Là aussi, on travaille sur la vision centrale. Donc il y a plus une participation accrue des deux yeux. Image suivante. Ça, c'est un exemple. Les seules fois dans ces situations où j'ai travaillé de façon monoculaire, c'était avec ce genre de patch, ou si on porte une lunette, parce que parfois avec de l'hypermétropie, il faut utiliser des verres. Moi, j'utilise un bandeau magique dessus. Et ici, il suit une procédure très adaptée à la fixation centrale, avec un système de rotation, avec beaucoup de trous. Donc il prend les aiguilles et il doit l'entrer lorsque la roue tourne. Encore une fois, une autre image, où on fait un filtre sélectif, on sépare. Donc avec le patch, vous allez avoir de la lumière qui va traverser l'œil dominant. Avec le filtre rouge, on aura tout qui va traverser, mais ce qu'il fait là, on voit qu'il fait une image merveilleuse. Ici, on voit quelque chose pour la vision proche que je pratique avec mes patients pour travailler avec l'hypermétropie et aussi et pour la thérapie binoculaire. On a un bâton et un livre. Image suivante. Comme avec les billes, les ficelles, on regarde une bille
avec l'hypermétropie physiologique. Ici, j'utilise un bâton avec une série de lettres. Ce n'est pas pour la lecture elle-même, mais pour pointer les lettres et regarder le comportement. Il est beaucoup plus difficile. La personne doit travailler, doit s'efforcer pour avoir un sentiment. Mais avec un bâton, en utilisant un bâton plus mince et un autre plus épais, l'œil qui fixe, on voit qu'il est facile de voir comment on supprime. Même les gens qui ont deux yeux qui fonctionnent bien ensemble de près, ils vont voir qu'il y a cette suppression qui fonctionne tout le temps. Et les gens commencent à comprendre comment ils travaillent avec les deux yeux. Et vous allez voir qu'il y a des différences en termes de suppression. Et vous voyez que parfois, il y a une partie du bâton qui va être supprimée. Là, vous travaillez, vous faites un peu de balancement, vous cherchez quelque chose de plus lointain, et vous revenez, vous continuez à regarder pour savoir comment vos yeux aiment se comporter ensemble. Donc, toutes ces pratiques relèvent de la prise de conscience de notre façon de se connecter avec notre vision. Où se trouvent nos mauvaises habitudes? Comment? Je parlais tout à l'heure des enfants qui commencent à développer des habitudes. Il y a une forme de destruction. Mais nous, en tant qu'adultes, on a toujours tendance à créer de mauvaises habitudes pour fonctionner, pour toujours être capable de répondre aux sollicitations. Mais ici, on voit les cartons en vert et rouge. Ça, c'est vraiment mon image préférée parce que cela permet à tout le monde. Tout le monde peut travailler bien avec ce token. On l'enlève et les gens ont vraiment le sentiment de voir plus de volume et d'avoir une périphérie complètement ouverte. Et le token fonctionne, il y a un token vert et un token rouge, et il faut voir la projection des deux couleurs qui changent, qui se modifient lorsque vous commencez à regarder vers le lointain. Et il faut regarder comment chaque œil se comporte. Et j'invite à tous mes clients de se détacher de leurs ordi, de leur téléphone portable, etc., et de regarder vers le lointain, et de regarder ces deux couleurs qui changent de côté. Et aussi, de faire un peu de ménage, nettoyer la vaisselle, nettoyer la maison. Faire cela tant que peu, mais tout en étant conscient que ces couleurs changent de côté, en faisant cela pendant 5 ou 10 minutes tous les jours. Donc c'est voilà quelques idées. J'ai décidé de faire ça comme un teaser pour taquiner lors d'un atelier, pour montrer un peu ce que nous pratiquons ensemble. Et on a une dernière image. Et cette dernière image est juste pour dire au revoir et pour montrer comment mes enfants savent faire du palming. Et ça, c'est une très belle image de la position parfaite pour le palming. Et ce jeune garçon adorait faire cela. Donc, juste pour terminer et vous remercier, j'aimerais aussi remercier encore. Merci beaucoup. Merci. Comme vous le voyez, nous sommes très reconnaissants de votre présentation. On vous remercie infiniment.
Il y a des questions? Merci beaucoup pour une présentation inspirante. Et je voudrais contribuer en tant que neuropsychologue deux pensées. D'abord, vous avez beaucoup parlé du cerveau et le contrôle de la vision, la maîtrise de la vision. Je veux partager avec vous quelque chose qui confirme la valeur des émotions. Nous avons analysé les réseaux du cerveau lors d'une tâche visuelle très simple. Il faut appuyer sur un bouton. Et lorsque je vous demande quelle partie du cerveau est la plus importante, vous allez dire que c'est le cortex visuel qui est le plus important. Mais lorsque vous étudiez la synchronisation dans le cerveau, c'est-à-dire les zones qui sont les plus synchronisées, c'est-à-dire les plus importantes, ce sont les parties les plus émotionnelles du cerveau. Et ces parties qui contrôlent les émotions ne font pas partie des systèmes visuels. Et ça, c'est un temps de réponse de quelques millisecondes. Donc ça confirme ce que vous nous enseignez. Donc merci pour cette inspiration. Et je confirme la science. Le deuxième point, on a écrit un article récemment sur le mouvement des yeux. Et il y a de tout petits mouvements des yeux qui s'appellent des microsaccades. On ne peut pas les voir lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, mais lorsque vous les mesurez, ce sont des petits scintillements. Et ce mouvement est très important pour la vision. Ça permet de rythmer, de synchroniser le cerveau. Donc ces microsaccades, l'un des problèmes, c'est le manque de cohérence entre ces microsaccades lors de l'amblyopie, ce qui empêche une vision à haute résolution. Donc il y a une confirmation physiologique de ce que vous énoncez lors de votre présentation. Merci beaucoup pour vos pensées et j'aimerais pouvoir disposer des références pour ce travail, car c'est quelque chose de très nécessaire, très utile. Comme vous l'avez vu à partir du début de ma présentation, à quel point il est difficile, en tant qu'éducateur de la vision, d'argumenter, de convaincre. Donc merci beaucoup, c'est très inspirant. Je voudrais vous demander comment vous mesurez la vision périphérique binoculaire. Comment mesurer la vision périphérique binoculaire? D'abord, ces charts que j'ai montrés, on peut les mesurer. Donc on mesure la manière dont la personne est capable de traiter de l'espace, mais au bureau, de façon pratique. On regarde la réponse de la personne, des graphiques, donc on a un pictogramme qui s'appelle le COIT, et on met, c'est une sorte de boucle, et c'est la première sensation de vision périphérique, lorsqu'on voit que ça avance et ça recule, plutôt que de traverser d'un côté à l'autre. Mais il y a aussi des tests. Lorsque vous parlez de tests, on a des tests sur des feuilles polarisées. Il y a le titmus qui mesure les périphéries. On l'utilise beaucoup avec les enfants. Il y a une mouche qui saute vers l'eau lorsque l'enfant voit en stéréo. Il y a aussi d'autres tests qui mesurent si vous utilisez la vision centrale ou périphérique. Et cela est numéroté. Et donc on détermine la qualité de stéréopsie en degrés. Fernando, très heureux de vous voir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne m'entends pas, mais je me demandais, lorsque vous avez travaillé avec l'anacleves et l'écran,
rouge et vert, vous avez parlé du mouvement des mains. Je me demandais si on ne pouvait pas utiliser un shift, si vous avez une expérience de cela, bien sûr. Oui, le shifter est très bien pour cela. Vous m'entendez? Et aussi, ce que je fais habituellement, je prends un bout de papier, je le plie, je découpe, je mets quelques trous. C'est comme le shifter, oui. Et ça permet de faire des miracles. Je voulais vous demander si vous travaillez aussi avec des adultes qui ont hypermétropie et strabisme, où il n'y a plus de marge de manœuvre une fois qu'on a grandi et qu'on est devenu grand. Merci beaucoup. Yes, I do. Oui, je travaille. On fait le même genre de travail. Et We didn't hear the question here, so I'm just saying the question again because it was not translated. it was translated. This lady was just asking whether there was still room to work for adults who have amblyopia and hyper. Donc la question, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était de savoir si on travaille avec des adultes ou est-ce que ce sont des techniques qui sont destinées essentiellement à des enfants. Je peux y aller? Oui. Bon. Lorsqu'on travaille avec les enfants, le système est plus ouvert et plus facile, mais donc j'ai un retour de son qui est gênant. Je m'entends parler. Donc, oui, je travaille avec les enfants et avec des adultes. Et c'est plus facile d'apporter des améliorations pour les enfants. C'est plus facile, c'est plus rapide. Mais les enfants sont parfois réticents parce qu'ils considèrent que c'est un problème, que ça implique leurs parents. Donc, impliquer les parents est parfois difficile aussi. Mais pour les adultes aussi, c'est le contraire. C'est plus difficile car... Mais vous pouvez le faire. Mais ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus disciplinés. Donc, ça s'équilibre. Donc, oui, on obtient des résultats positifs. Parfois, on obtient les résultats vers la fin du processus. Mais la vision stéréoscopique, pour la première fois, lorsqu'ils acquièrent la vision stéréoscopique pour la première fois, parfois l'adulte qui a fait ce progrès fond en larmes, et c'est quelque chose de très précieux à partager avec eux. C'est étonnant. D'autres questions? Okay. Merci beaucoup, Fernanda. Merci. Merci.